en introduction, je suis désolé, mais le président de Prospective 2100 n'a pu se rendre ici aujourd'hui, et Lucien Deschamps non plus, donc nous sommes désolés pour eux. Alors, une suggestion, c'est que comme ce soir, c'est une soirée un petit peu exceptionnelle pour Prospective 2100, puisque la soirée a été organisée en partenariat avec deux autres associations, je pense que comme les gens viennent d'horizons très très différents, là je vois, ça serait intéressant que tu nous dises déjà deux mots de Prospective 2100, quel est le but et l'objectif de l'association, et puis après nous laisserons la parole à André Copin qui nous présentera très rapidement le club de Budapest France, et moi je dirais deux mots très rapidement du club INSEAD Management et Société, parce que son président n'est pas là ce soir, il est en Inde, il est en déplacement. Donc juste pour vous donner un petit peu une compréhension de ces trois associations. Alors Prospective 2100 est une association totalement sans but lucratif et sans implication, sauf à essayer de réfléchir et de proposer, disons, un certain nombre de points, disons, sur les grandes questions bien, de notre avenir. Alors, de notre avenir, je veux dire, non seulement alors, le troisième millénaire, 2100, tout ce qu'on voudra, ça c'est une chose, mais ce qui me paraît également très important, c'est de voir que nous essayons de nous situer dans un contexte qui ne soit pas trop franco-français, c'est-à-dire intégrer une dimension qu'on appellera la mondialisation. Je le dis d'autant plus que parmi les questions que nous traitons, certaines peuvent revenir sur l'énergie, certaines sur la technologie et d'autres sur l'éducation et les organisations comme le sont dans notre cher pays les écoles et les universités. Voilà donc un des thèmes sur lesquels nous sommes actuellement en train de réfléchir et nous essayons donc de le faire de façon simple mais de façon ouverte. Donc nous sommes gentiment accueillis ici et nous poursuivons un petit peu cette réflexion et nous envisageons même de voir si on peut essayer de faire quelque chose, un symposium dans le cadre de... Il n'y a pas de problème de... Non, ça va très bien. Pour l'instant, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Et de le faire dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Dans quelques mois, on verra si on aura la possibilité de réfléchir dans ce cadre et de faire une proposition. Je dirais que de ce point de vue, nous avons même des contacts avec d'autres associations liées à la prospective. Et donc, dans ces conditions, on essaie de réunir un petit peu nos forces. Voilà ce que je veux dire très très simplement en entrée. Alors, bon, quelques mots sur le club de Budapest France, qui est aussi une association, qui est intégrée quand même dans un cadre un peu plus large, puisqu'elle est une émanation de la fondation du club de Budapest, dont le siège est à Budapest. Donc le club de Budapest a été initié dans les années 93 par un philosophe que vous connaissez peut-être tous, qui est Ervin Laszlo, qui est un philosophe des sciences, et qui était très longtemps membre du club de Rome, donc dans les années merveilleuses du club de Rome. Malheureusement, ce club de Rome, il a eu quelques soucis, et donc lui, il a voulu porter une autre idée. Donc, alors, le club de Rome international rassemble des personnalités créatives de l'univers artistique, intellectuel et spirituel. Les artistes et les gens créatifs provoquent l'admiration et la controverse, mais peuvent aussi susciter de nouvelles façons de voir le monde. C'est un petit peu dans ce cadre-là qu'a été créé donc, le club de Budapest international, donc, par lequel effectivement on y retrouve des personnalités comme le Dalai Lama, comme Edgar Morin et toute une série de personnes qui sont membres d'honneur du club international.
Donc le Club de France a été un petit peu initié par Michel Scott. Donc ça c'était dans 1997. Et donc bon, on s'est constitué en association en 1908 puisqu'on était rattaché à Strasbourg. Donc en fait on prolonge bien sûr en France l'activité donc initiée par la fondation du Club de Budapest International. L'objectif c'est donc de regrouper des femmes et des hommes, toutes générations confondues, possédant un sens profond de leurs responsabilités, qui perçoivent l'urgence d'agir concrètement afin que naissent de nouvelles valeurs et de nouvelles priorités pour construire un futur plus humain, solidaire et tolérant, nous permettant de mieux vivre ensemble dans cette société. Mais également de devenir une source de pensée créatrice, d'innovation culturelle, socio-économique et artistique, dans la perspective de contribuer à une meilleure compréhension des grands enjeux planétaires. Donc, l'objet, bien entendu, c'est de respecter les sensibilités, les différentes culturelles et les aspirations spirituelles afin que chacun trouve sa place dans un monde qui devient de plus en plus global. C'est un petit peu les objectifs du club. Donc, actuellement, notre présidente est devant vous, c'est Karine. Et donc, on a tout un travail un petit peu sur cette perspective de refondation du club de Budapest. Et aujourd'hui, c'est peut-être aussi un exemple de ce qu'on devrait travailler ensemble, en coopération avec d'autres associations. En gros, la présentation du club. Très bien, tout à fait, très stimulant, parfait. Peut-être je pose la question, est-ce qu'il y a des gens qui viennent par l'INSEAD, là, l'alumni INSEAD? Ah oui, d'accord, bon, bah, super, bienvenue. Moi, je vais peut-être présenter le club Management et Société, puisque le club INSEAD Management et Société, son fondateur, c'est Jean-Yves Grisi, qui est un ancien dirigeant de Microsoft, qui a lui-même créé une web agency et qui maintenant est un homme d'affaires, si vous voulez, qui travaille dans le domaine de l'outsourcing. Et c'est quelqu'un qui toujours a eu de tout temps la volonté vraiment d'associer, de relier les questions et la réflexion entre management et société. Et donc, il y a un peu moins de 2 ans, il a créé cette association qui consiste en fait à organiser des petits déjeuners 3-4 fois par an. Donc, les petits déjeuners se tiennent dans le centre de Paris. Et là, très récemment, Jean-Yves a eu l'initiative de rassembler en fait le club Alumni, qui est un club alumni donc avec les anciens de l'INSEAD qui s'intéressent aux dimensions de management de société, avec l'INSEAD, l'université elle-même et le centre d'innovation sociétale, Social Innovation Center. Donc il y a une coopération qui est en train d'émerger à ce niveau-là et qui permettra de continuer à inviter beaucoup. Alors les invités du club Management et Société de l'INSEAD, c'est beaucoup d'entrepreneurs sociaux, des dirigeants, des gens qui sont énormément dans la mouvance humanitaire, entrepreneuriat social. Ils ont invité notamment Marianne Novak, ils ont invité le créateur, l'initiateur de la Choca France, dont le nom m'échappe. Ils ont invité Servan Schroeder. Enfin, il y a toute une série de gens qui, soit par la création d'une entreprise, soit par la création d'une initiative à dimension sociétale, sont venus intervenir dans le club Management et Société. Et donc, eux-mêmes voulaient s'associer à cette soirée, puisque le thème de la place de l'homme dans les organisations du XXIe siècle est l'une des questions centrales du club Management et Société de l'INSEAD. Bien. La présentation étant faite, donc maintenant une brève présentation par chacun. Alors peut-être juste en termes d'organisation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu un résumé chacun, on va dire une petite synthèse de comment on approche la question de l'homme dans les organisations du XXIe siècle. Et puis, donc on va passer à tour de rôle. Et puis après, ce qui serait vraiment intéressant, c'est comme toujours dans Prospective 2100, c'est d'ouvrir le débat et d'avoir un dialogue, puisque la particularité de ces rencontres, même si l'organisation spatiale ne se prête pas tellement à l'échange, l'objectif de Prospective 2100 et du Club de Budapest et de Management, c'est vraiment d'établir un dialogue et bon nombre d'entre vous sont aussi experts de cette question que nous-mêmes, donc sinon plus. Donc l'idée est vraiment de pouvoir engager un dialogue et trouver un peu les pistes
sur la place de l'homme dans les organisations, et j'espère qu'il y aura du débat et il y aura des échanges entre nous. Bien. D'abord, je remercie Karine d'avoir organisé cette soirée, et qui est une soirée historique, parce qu'elle naît d'une volonté qui a été longuement réfléchie au sein du Club de Budapest, dans le cadre de la refondation du Club de Budapest. C'est qu'aujourd'hui, sensibiliser l'humanité au futur de la planète, ce qui a été notre travail depuis 10 ans, est devenu, j'allais dire, une tarte à la crème. Ça, c'est le terme consacré, c'est-à-dire que c'est devenu un discours mainstream, c'est devenu quelque chose de relativement accepté par tout le monde. Tout le monde sait aujourd'hui que la planète traverse une période, disons, turbulente, c'est un euphémisme, et qu'il est important de jeter un nouveau regard sur cette évolution, d'autant plus que le principal acteur de cette transformation planétaire, c'est bien l'homme. C'est pas arrivé par des animaux, une espèce, c'est bien l'espèce humaine qui est aujourd'hui en train de transformer globalement la planète pour le pire et pour le meilleur, et on ne sait pas encore bien aujourd'hui si c'est pour le pire ou le meilleur. C'est bien que la grande question qui se pose. Et dans le cadre de la refondation du Club de Budapest, on s'est rendu compte que, compte tenu que ce message était largement passé, d'ailleurs grâce aussi à des associations comme 2100, qui ont fait un travail magnifique, et je salue le magnifique travail de l'association 2100 dans ce domaine, et du livre de Thierry Godin qui fonde cette association d'une certaine manière, 2100 récits du prochain siècle. Il est évident que toute cette sensibilisation aux gros enjeux planétaires aujourd'hui est à peu près bien faite. Ce qui reste à faire, et je crois que cette soirée est la première pierre que nous, en tant que Club de Budapest, nous mettons à cet édifice, c'est de construire la cathédrale. Bon, on a sensibilisé largement l'humanité au fait que le monde ancien était en crise et qu'il fallait inventer une nouvelle civilisation. Aujourd'hui, il faut en poser les premières pierres. Et pour en poser les premières pierres, on change évidemment complètement de dimension. Jusqu'à maintenant, on pouvait faire des petites recherches, chacun de notre côté. D'ailleurs, c'était très sain que une multitude d'acteurs assez dispersés et de manière très authentique et libre inventent, réfléchissent aux grands enjeux de la fin de la société industrielle et comment on pourrait créer une civilisation basée sur la création et la communication, cette fameuse société de l'information qui est devenue le grand débat de toutes les sociétés avancées aujourd'hui. Donc c'était très très bien qu'une multitude d'acteurs réfléchissent comme ça dans leur coin, librement, de manière très très diverse. Aujourd'hui, continuer de cette manière-là serait un suicide, car l'enjeu, c'est bien aujourd'hui de construire cette nouvelle civilisation, et de construire cette nouvelle civilisation le plus vite possible, afin qu'en quelque sorte on est un peu comme dans les films de science-fiction, où l'étoile, l'ancien monde est en train d'exploser, et puis on voit le vaisseau spatial qui en train de s'envoler vers le nouveau monde, mais on ne sait jamais trop comment ça va se passer, et si le vaisseau spécial porteur de la civilisation du futur va aller suffisamment vite pour ne pas être détruit par l'explosion de la civilisation ancienne. Et c'est un peu ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'un monde ancien est en train de se terminer, mais ce monde ancien peut très bien emporter le monde futur. Et dans une grande mesure, ce qui est en train de se jouer, va se jouer d'abord dans les 10 prochaines années, et dans une grande mesure, la civilisation future va se faire si ceux qui y réfléchissent depuis 30 ans arrêtent de réfléchir, rentrent dans l'action, s'unissent et créent cette nouvelle civilisation.
Donc on change complètement de nature d'action. Et c'est quelque chose qui a été largement explicité dans cette refondation du club de Budapest. Mais au même instant sur la planète, ce qui est très très intéressant, c'est qu'un peu partout, dans la mesure où on est en contact avec beaucoup d'acteurs de cette refondation de la civilisation sur des nouvelles bases, on voit apparaître ces décisions collectives. C'est une conscience qui est en train de se répandre, de ce shift, de ce basculement, et de la nécessité aujourd'hui de s'unir et de rentrer dans l'action pour fonder cette nouvelle civilisation. Alors, si ce soir est un moment historique, évidemment, je n'aimerais pas commencer cette soirée par de la langue de bois. La thématique de l'humain dans l'entreprise est finalement un des thèmes qui a le plus fait couler d'encre depuis 20 ans, 30 ans. Donc que dire ce soir pour dire quelque chose de neuf, alors que parmi vous, on a, et beaucoup d'entre vous, si vous venez ce soir, c'est que vous vous intéressez à ce projet, à cette thématique depuis longtemps. Vous avez lu les centaines, sinon les milliers de livres sur le sujet. Donc je ne vais pas vous redire ce que raconte Peter Senge dans la 5e discipline. On a Alain Gauthier qui a traduit le livre en France, je le salue. Merci d'être venu là. Ce que dit Peter Drucker dans son livre posthume, qui est une sorte de testament de toute sa carrière d'analyste sur le futur de l'entreprise, mais aussi le futur de l'humanité. Je ne vais pas vous redire ce que les uns et les autres ont creusé depuis un siècle et qui constitue toutes les bases du management aujourd'hui. Ce que j'aimerais juste dire, c'est 2-3 réflexions nouvelles qui émergent suite à tous ces interviews qu'on a fait de 15 DRH, suite aussi à une pratique de 30 ans dans les entreprises où s'est posée la question de l'humain. La première chose que j'aimerais dire, et pour ne pas être dans une langue de bois, je commencerai, c'est comme dans les contes de fées, ça commence toujours mal et puis heureusement ça finit bien. Je commencerai mal, ça permettra de finir bien. Mais il faut le dire, moi qui ai commencé à travailler sur ces thématiques il y a 30 ans, je sortais le management du 3e millénaire il y a à peu près une vingtaine d'années, à peu près au moment, la même année où Peter Senge sortait la 5e discipline, qui étaient 2 livres qui refondaient le mode de management à travers une approche, disons, plus intégrale, moins mécaniste que ce qu'on avait vu jusque-là et ce que le taylorisme nous avait apporté. Eh bien, on ne peut pas dire, il faut le constater, que malgré le fait que nos idées se soient largement répandues, que le livre de la 5e discipline est un des plus vendus aujourd'hui aux États-Unis et que le management du 3e millénaire soit un des plus vendus en France, donc toutes ces idées se sont largement diffusées. On ne peut pas dire, et moi-même je suis l'observateur de ça, et vous êtes tous les témoins, que l'entreprise ne s'est pas pour autant plus humanisée. Depuis 20 ans, on pourrait dire que malgré toutes ces grandes idées, c'est bien le contraire qui s'est passé. L'entreprise s'est déshumanisée. Et ça serait, je crois, mal parti, cette conférence, si on partait sur un mensonge en disant, voilà, on a des belles idées, et bien sûr, vous voyez, elles se répandent, et tout est merveilleux dans le meilleur des mondes. Non. Et je crois que la vérité, c'est qu'on a vu ces 20 dernières années, et le lien avec l'effondrement du mur de Berlin est intéressant. Le monde communiste s'effondre, et au même moment pratiquement, comme par une sorte de corrélation, brusquement, l'équilibre fragile qui avait été mené dans les pays occidentaux libres entre le capital et le travailleur, parce que sans doute le monde libre voulait montrer bien aux communistes que ce monde libre, c'était un monde où les travailleurs avaient leur place, et bien quelque part, cet équilibre s'est cassé, s'est rompu. Pour la première fois depuis 20 ans, globalement dans tous les pays avancés, la classe moyenne a vu sa situation se
réduire, les conditions de travail, y compris des cadres et des cadres dirigeants, est devenue de plus en plus instrumentalisée. Nous, on portait le discours d'une entreprise porteuse de sens. On a vu naître une entreprise porteur d'absurdité, sinon même de malversation. Il faut le dire. On ne peut pas discourir sur la place de l'homme dans l'entreprise sans constater cette situation. Dans une grande mesure, un des plus grands analystes au niveau mondial de la société de l'information, avec une recherche sur plus de 30 pays, avec des moyens considérables à Berkeley, je parle de notre ami qui a écrit la société en réseau, Castel, il fait le constat du développement de la société de l'information. Oui, mais à quel prix? Au prix de la déshumanisation croissante des conditions de travail de millions de gens sur la planète. Donc on est bien loin de cette utopie d'une société de l'information porteuse d'un nouvel humanisme. On est bien loin d'un homme nouveau qui serait plus créatif et plus communicant. Et on ne peut pas commencer cette soirée, encore une fois, sur un mensonge. Il faut constater cette situation. Ceci dit, une fois qu'on a constaté ça, et qu'on analyse jusqu'au bout ce qui est en train de se passer, parce que je pense qu'il faut aller et porter l'analyse jusqu'au bout. La vérité, c'est que depuis l'effondrement du mur de Berlin, nous ne sommes plus dans une société capitaliste, nous ne sommes plus dans une économie de marché, nous sommes dans une société de marché, ce qui est tout à fait différent. Et nous ne sommes plus dans une société capitaliste, mais dans une société qu'on pourrait dire hyper-capitaliste, où la concentration de l'argent est telle que les marchés, au niveau planétaire, tendent à disparaître. Donc la nature même de l'économie aujourd'hui ne reflète plus, et je ne suis pas le seul à le dire, les plus grands économistes américains eux-mêmes l'analysent très très bien. Ce n'est pas un discours d'altermondialisme. Ceux qui font les meilleures analyses dans ce domaine-là sont les grands économistes américains eux-mêmes, voire Stiglitz. Eh bien, aujourd'hui, la situation est celle de la fin d'une civilisation, la fin d'une société qui pousse ses excès à l'extrême. Et un des excès de la société industrielle a été l'instrumentalisation. Et aujourd'hui, on voit l'instrumentalisation poussée à son point le plus absolu. Cette instrumentalisation qui a détruit une grande partie des ressources accumulées sur cette planète depuis des millénaires, des ressources minérales, a détruit aussi une grande partie des ressources végétales, des ressources animales, et elle est en train de détruire l'homme lui-même, parce que l'homme ne peut pas vivre sans ce contexte écologique. Et ça, c'est la vérité. Donc, aujourd'hui, il faut le dire, il ne faut pas commencer cette présentation par un discours faux. La vérité, et je parle bien sûr complètement à mon nom propre, parce que ce que je dis est très pesant, et ma constatation de chercheur de 30 ans, je parle à titre personnel, c'est bien le constat que si la société industrielle a apporté énormément de choses et de grandes choses à l'humanité, et a fait franchir l'humanité un pas majeur, ça il faut le reconnaître, le fait de rester dans cette mentalité et de maintenir en place des structures qui ne sont plus adaptées aux évolutions actuelles, sont en train de précipiter la faillite et la disparition de l'homme. À partir de là, on voit bien ce que prêche d'ailleurs le club de Budapest depuis 30 ans, le club de Rome depuis 30 ans, ce qu'il avait très bien signifié, ce qui a été l'engagement majeur de Erwin Laszlo dès il y a 20 ans, et parce qu'il avait été à l'ONU et qu'il avait travaillé au niveau macroéconomique sur le devenir de la planète, et il était conscient de ces enjeux, et c'est pour ça qu'il s'est engagé, il a consacré sa vie à sensibiliser l'humanité sur ces enjeux. Il nous faut changer de système de représentation et créer une nouvelle civilisation radicalement différente de celle qu'on a connue jusqu'à aujourd'hui. Donc, première fois qu'un président quelconque évoque le terme de civilisation, moi quand il y a 20 ans j'évoquais ça, Karine elle-même me disait
peut-être ça serait mieux de ne pas parler de civilisation. Je disais, non, je veux parler de changement de civilisation parce que c'est bien un changement de civilisation dont il s'agit. Ce n'est pas un petit ajustement, un petit réglage. C'est repenser l'ensemble de l'économie sur des nouvelles bases, l'ensemble de la juridiction de la planète, de la manière dont on gouverne la planète. Ça va bien avec. Et créer petit à petit un ensemble, et l'éducation est au cœur de ça. Évidemment, l'éducation du futur, l'éducation doit être complètement repensée, et il faut les repenser sur des nouvelles bases. Donc maintenant, comme je le disais, j'ai commencé mon discours par des aspects extrêmement négatifs, et je crois qu'il faut les évoquer, sinon on est dans la langue de bois. Mais j'aimerais finir extrêmement positivement. Et voilà, d'abord, et j'aimerais finir justement positivement, d'autant plus que dans cette première partie, j'ai évoqué bien le fait qu'il ne s'agissait plus de faire un diagnostic. Le diagnostic, tout le monde l'a fait. Il est aujourd'hui diffusé sur Internet, des milliers de pages qui vous explicitent pourquoi aujourd'hui la planète est en faillite, donc ce n'est pas le problème. Le problème aujourd'hui, c'est comment on s'unit et comment on construit cette nouvelle civilisation. Alors, j'aimerais évoquer quelques éléments de base qui peuvent nous donner un espoir, et un espoir de la place de l'homme, et que l'humain a une place dans cette refondation, dans cette rénovation. Vous pouvez peut-être éteindre tout simplement l'ordinateur. Non, mais j'ai éteint, c'est le câble qu'il faut éteindre, je pense. C'est le... C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Attention, attention. Oui, par le warning, ça va pas sauter pour Si le vous temps. pouvez juste éteindre ça, parce que c'est... Pour autant, c'est pas... On a un warning, donc c'est pas une bombe. Parce qu'attention au temps, parce que- Donc j'aimerais donner quelques pistes sur cette nouvelle civilisation, et aussi pourquoi je pense que, contrairement à ce qu'on pourrait prédire à travers une vision mécaniste, nous avons beaucoup de chances de réussir. Ceci dit, ce n'est pas fait, mais nous avons beaucoup de chances de réussir. Alors, la première constatation, c'est que quand vous voyagez dans le monde entier, aujourd'hui, vous avez éteint, alors s'il était éteint. un des phénomènes majeurs... J'ai du mal à parler. Moi, si j'étais à l'ordinateur, c'est fichu. Il faut le remettre. Oui. Alors, une des choses qui peut nous donner espoir, malgré le sentiment qu'on pourrait avoir de l'aspect sans espoir, c'est que partout sur la planète, quand vous voyagez, quand vous allez à la rencontre des gens qui sont en train d'essayer de construire cette nouvelle civilisation, et il y en a partout, eh bien, je constate que tous ces gens-là, et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que ça s'opère de cette manière-là, parce qu'on pourrait revenir, je n'ai pas le temps ici de le faire, de la manière dont la dernière grande transformation, le passage de la société agraire à la société industrielle, s'est opéré, mais ça ne s'est pas du tout opéré comme c'est en train de s'opérer en ce moment sur l'ensemble de la planète, ce passage de la société industrielle à la société de création-communication. Ce n'est pas du tout en train de se passer de la même manière. Ce que je constate, c'est que ces gens travaillent silencieusement. Il y a une très belle phrase de Gandhi qui le dit, un arbre qui s'effondre fait grand bruit, une forêt qui pousse, aucun bruit. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on entend les grands craquements des grands arbres qui sont en train de s'effondrer. Alors là, on en est rempli les oreilles. Il suffit d'ouvrir sa télé tous les jours. Par contre, on n'entend pas la forêt qui pousse. Et aujourd'hui, je peux vous dire que tous les éléments existent sous forme de prototypes pour cette nouvelle civilisation. Ça sera sans doute un de mes prochains livres d'en parler, parce que je crois que c'est une des choses qui peut donner le plus grand espoir à l'humanité, c'est que sous forme de prototype, aujourd'hui, toutes les pièces du puzzle d'une nouvelle civilisation sont là. Ça va d'ailleurs de choses aussi inattendues qu'une prison
où les prisonniers apprennent à reprendre confiance en eux-mêmes et à s'épanouir et deviennent des super citoyens de la cité, parce qu'il y a une manière de transformer l'ombre, le plomb en or, enfin c'est une prison alchimique, puisqu'ils font de gens absolument terribles, des êtres non seulement angéliques, mais avec une puissance qui est bien plus forte que quelqu'un qui a juste fait du bien toute sa vie. C'est quelqu'un qui a fait du mal, qui a compris ce qu'était le mal, qui s'est transformé. Je peux vous dire qu'une personnalité qui a suivi ce chemin, il a une force de personnalité et il a une qualité dans le bien qui est extraordinaire. Jusqu'à des gens qui travaillent sur des nouveaux systèmes monétaires beaucoup plus adaptés aux nouvelles conditions de l'homme, en passant par les possibilités technologiques aujourd'hui de dématérialiser l'ensemble de nos objets en ayant des coûts énergétiques infimes par rapport à ce que nous connaissons, nous, toutes les pièces du puzzle existent. Et ce qui est remarquable quand vous analysez, vous étudiez l'ensemble de cette forêt silencieuse qui pousse, c'est qu'elle est en train de se construire en totale harmonie au niveau planétaire, sans même qu'il y ait besoin de beaucoup d'échanges entre tous ces gens. C'est comme s'ils participaient tous, collectivement, dans une conscience collective, à la construction de cette nouvelle civilisation, en partageant, bon an, mal an, une conscience qui se rapproche énormément. Et ma grande stupéfaction en allant aussi bien en Inde qu'en Amérique du Nord, qu'en Amérique du Sud, qu'en Chine, qu'au Japon, c'est de voir à quel point toutes ces personnes sont reliées spirituellement par la même conscience des enjeux et par cette nouvelle vision qu'on pourrait dire beaucoup plus intégrale de l'homme qui porte cette nouvelle civilisation. Donc c'est ça qui fait que j'ai extrêmement confiance et je crois qu'aujourd'hui toutes ces pièces sont rassemblées et ce qui bloque encore l'avènement de cette nouvelle civilisation, c'est tout simplement le fait que beaucoup d'intérêts sont encore cristallisés sur la civilisation du passé et que bien évidemment, tant que l'effondrement n'est pas complet, l'émergence de la nouvelle civilisation est bloquée justement par ces cristallisations d'enjeux de territoire, d'enjeux ethniques et d'enjeux d'argent sur des structures anciennes. Mais si vous voulez, comme l'ensemble de ces enjeux vont être nettoyés, on pourrait dire, par le déluge de ce qui va nous arriver, et que tout ça va s'opérer assez rapidement dans les 10 ans qui viennent, je pense que l'émergence de la nouvelle civilisation est aujourd'hui mûre, prête, et qu'elle se construit. Je vous y invite à y participer, parce que c'est comme le partage des eaux, c'est comme dans tout grand moment d'histoire, il y a ceux qui sont dans l'ancien monde, qui vont disparaître, et ceux qui construisent le nouveau monde, et je vous invite à être dans ceux qui construisent le nouveau monde. C'est beaucoup plus gai, il y a plein de vie, c'est passionnant, les débats sont extraordinaires, alors que dans l'ancien monde, les débats sont absolument sinistres, il ne se passe plus rien, il n'y a plus de pensée, il y a surtout ne pensez pas, et on persiste et on se durcit dans des positions contraintes, idiotes. Donc participer au nouveau monde, il en est temps, et vous participerez par la même occasion au fait qu'il se réalise en temps et en heure, et pas trop tardivement. Parce qu'évidemment, un enjeu, c'est que je crois que tout est là, mais évidemment, ça dépend de chacun d'entre nous. Ce n'est pas fait. Et vous êtes chacun responsable de ce qui va se passer dans les 10 ans qui viennent. Et c'est vraiment au niveau individuel, dans les moments de bifurcation, un individu, c'est comme un papillon dans un système complexe, le battement de votre aile peut avoir un effet planétaire. Donc en ce moment, on est tous en responsabilité, parce qu'on est tous à un moment critique de l'histoire, où la manière dont chacun on se comporte, le discours dont on est porteur, notre action quotidienne devient un enjeu pour le futur de la planète. Vous portez dans vos actions quotidiennes le futur de la planète aujourd'hui. Voilà. C'est les grandes raisons qui m'appellent et qui me donnent beaucoup d'espoir pour le futur. Je finirai très rapidement sur 3-4 points qui traitent directement de la place de l'homme dans cette nouvelle civilisation. Encore une fois, dans l'ancienne, la place de l'homme n'a jamais été tout à fait ce qu'elle était. Et
depuis 10 ans, 15 ans, l'homme a été instrumentalisé comme aucune civilisation n'a jamais instrumentalisé l'homme. De la même manière qu'on avait instrumentalisé les minéraux, les végétaux, les animaux, on s'est instrumentalisé lui-même et on a créé des hommes. Moi, ce qui m'a toujours surpris quand je voyage, si vous voulez, franchement, si vous allez dans les pays les plus civilisés, vous prenez l'homme de la rue, c'est l'homme le moins civilisé du monde. Vous allez dans des pays très retardés, entre guillemets, en Afrique, vous allez dans la rue, vous avez des vrais êtres humains en face de vous. Alors, je ne vous parle pas des élites des pays avancés. Les élites des pays avancés sont très bien. Mais je vous parle de l'homme moyen. L'homme moyen américain, pays pourtant les plus civilisés, eh bien, je peux vous dire que quand je suis dans un zoo, et j'adore aller à San Diego parce qu'ils ont des très beaux zoos où on peut voir des animaux très très bien traités. Quand vous voyez l'Américain avec sa canette de caca qui pèse 200 kilos, qui regarde le singe qui est encore à peu près, parce qu'il ne se nourrit pas de McDonald's, il est à peu près bien nourri biologiquement le singe, et à peu près avec des bons aliments, donc il n'est pas obèse. Mais quand vous voyez l'un et l'autre, vous vous demandez lequel est le plus civilisé, franchement. Je peux vous montrer une photo de ça, ça vous donnera beaucoup de questions sur la place de l'homme à la fin du XXe siècle dans une société industrielle. Donc je pense que cette instrumentation de l'homme a été portée à des points extrêmes dans notre civilisation. Je crois que ça va continuer et ça va s'activer parce que, comme l'a très bien expliqué Václavic, quand quelque chose ne marche pas, ben, un ingénieur en général, quand vous tournez à gauche et que ça ne tourne pas à gauche, ben, il tourne encore plus à gauche. Hein. Donc ça c'est la pensée rationnelle, mécanisme en action, pas systémique. Donc, je crois que l'instrumentalisation, on a vu déjà beaucoup, on va en voir encore plus, et donc les hommes vont être dans l'ancien monde, et d'autant plus que cet ancien monde va se tasser, va se cristalliser, va aller de plus en plus mal, eh bien on va essayer de répondre à ça par une instrumentalisation encore plus grande. Ce qu'on voit dans toutes les entreprises aujourd'hui qui participent à ce monde, on instrumentalise, on instrumentalise, on instrumentalise encore plus. Et il y a encore de moins de place pour l'homme que jamais. Je crois que ce monde est terminé, et que le nouveau monde se construira exactement sur l'inverse. Et c'est là que la pensée systémique est essentielle et le développement de la philosophie intégrale qui aujourd'hui se répand aux États-Unis. Depuis un siècle, et dans le monde entier, depuis un siècle, un certain nombre de penseurs, dont Erwin Laszlo, mais aussi des gens comme Teilhard de Chardin à l'origine, comme Krishnamurti, comme Carl Jung, ont pensé à quelle est l'essence et la nature de l'homme. Ont montré la voie de déploiement d'un homme beaucoup plus humain, qui donne une véritable place à son corps, mais aussi à son âme et à sa conscience, à son esprit. Je crois que cette prise, je terminerai là-dessus parce que je dois rester dans les temps, cette piste d'une pensée intégrale est fondateur de cette nouvelle civilisation. Bien, merci. Karine ? Oui, alors bon, on va